Bonjour, aujourd'hui le Villard prend l'air au domaine Solvay à La Hulpe où se trouve le château de La Hulpe et nous allons parler aujourd'hui sous ce soleil radieux d'un sujet un peu délicat. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas facile de parler de la fin de vie, de la mort dans notre société. C'est pourtant ce que nous allons faire avec une docteure généraliste qui a lancé il y a 2 ans le service des soins supportifs à l'hôpital Saint-Pierre à Ottignies. Nous allons donc avoir une conversation passionnante avec le docteur France Roblin. A tout de suite. Nous sommes au domaine Solvay à La Hulpe et aujourd'hui le Villard prend l'air en compagnie de France Roblin, médecin généraliste à l'hôpital Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment ravis de vous recevoir, enfin de se balader avec vous. Alors je le disais dans l'introduction, vous avez créé il y a 2 ans le service des soins supportifs à l'hôpital Saint-Pierre à Ottignies. Alors moi personnellement je ne connaissais pas du tout les soins supportifs, je connaissais bien les soins palliatifs. Mais donc déjà, pour commencer, vous pouvez nous dire c'est quoi les soins supportifs et peut-être en quoi ils sont différents justement des soins palliatifs? Alors les soins supportifs ont pour objectif d'améliorer la qualité de vie des patients. Alors de quels patients parle-t-on? De personnes qui ont une maladie incurable. Ça peut être un cancer, une maladie neurologique comme une maladie de Parkinson. Pas spécialement un cancer, quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque et dont la qualité de vie est fortement diminuée à cause de symptômes médicaux. On pense à la douleur, des nausées, des vomissements, des symptômes psychologiques, des problèmes sociaux. Et donc la différence avec les soins palliatifs, c'est que ces personnes en soins supportifs, elles ont encore un bon état général. Elles ont encore une certaine espérance de vie, elles ont envie de faire des projets, mais elles n'y arrivent pas à cause justement de ces symptômes. Dans les soins palliatifs, là on parle de personnes qui sont dans une pathologie terminales, qui sont dans un stade terminal, quelle que soit la maladie, qui ont besoin de soins de confort, qui ont un mauvais état général, qui vont avoir du mal à se déplacer, qui passent la plus longue partie de leur journée assis ou couchés chez eux, et vers qui en fait les soignants vont se retrouver. Ça, c'est la différence principale. Une autre particularité des soins supportifs, c'est aussi qu'il y a un aspect pluridisciplinaire qui est important. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment une approche globale, holistique, comme en médecine générale. Je suis moi-même médecin généraliste. C'est très important d'aborder les différents aspects. Donc il y a tout l'aspect médical, avec les consultations médicales que je fais. Donc moi, je travaille à la clinique Saint-Pierre en binôme avec une infirmière qui vient comme moi en fait des soins palliatifs. Elle y a travaillé 10 ans, moi j'y ai travaillé 7 ans. Et donc nous recevons les patients, nous les voyons également quand ils sont hospitalisés pour leur traitement. Il y a une prise en charge kiné également, à l'intérieur ou à l'extérieur. Et puis il y a l'aspect psychologique avec des consultations avec des psychologues. Les assistants sociaux qui sont là pour nous aider, pour mettre en place des choses, en fonction des besoins, des aides supplémentaires à domicile. C'est un peu moins évident, cet aspect plus social. C'est vrai que l'aspect physique, psychologique, on l'imagine facilement dans le cadre d'un hôpital. L'aspect social peut-être un peu moins. Or, c'est vraiment très important parce que nous, on va tout faire pour que le patient reste autonome le plus longtemps possible. Et pour rester autonome, il va falloir souvent mettre des choses en place, apporter des aides, que ce soit des repas, que ce soit améliorer par exemple une salle de bain, aider à améliorer une salle de bain pour que la personne puisse prendre sa douche. Et alors, quelque chose de spécifique aux soins supportifs, c'est le recours à d'autres thérapies qui sont moins souvent utilisées. C'est ça. Alors je pense à des thérapies corporelles. Ma collègue infirmière, Isabelle, elle est praticienne en shiatsu. Et donc, elle offre des soins shiatsu aux patients. Ça fonctionne extrêmement bien pour tout ce qui est douleur, pour les problèmes de sommeil, pour des problèmes de transit également, abdominal. Alors, je fais moi-même une formation en hypnose, parce qu'aujourd'hui, l'hypnose est reconnue et validée scientifiquement pour la prise en charge des douleurs chroniques et de l'anxiété. On fait appel à une collègue qui fait de l'acupuncture, un sophrologue. Donc il y a vraiment un médecin homéopathe. Donc toutes ces thérapies viennent compléter. On ne se cantonne pas à l'allopathie. Qui n'est pas suffisante, qui a montré ses limites. C'est ça. Mais on continue cette conversation un petit peu plus loin, ici, quelque part dans le parc.
Nous sommes dans le domaine Solvay, à La Hulpe, sous un soleil radieux. Et aujourd'hui, le Villard prend l'air avec le docteur France Roblin. Et nous parlons des soins supportifs. Donc précédemment, vous nous avez bien expliqué qu'est-ce que c'était les soins supportifs. Mais le fait qu'on ne connaisse pas ça, est-ce que c'est parce que ça n'existe pas? Est-ce que c'est parce que ça avait un autre nom? Et si c'est le cas, si c'est nouveau, c'est à quel besoin que ça répondait? C'était les besoins des patients qui étaient en demande de ce type d'accompagnement? Alors, le terme soins supportifs existe déjà, Ouais. mais il est plus utilisé pour le trajet des patients qui souffrent d'un cancer. C'est ça. Il représente l'ensemble en fait, des disciplines qui vont être mises au service du patient qui souffre d'un cancer, quel que soit en fait le stade d'avancement de la maladie. On parle parfois aussi de soins continus ou de soins de support. Alors la différence avec la clinique Saint-Pierre à Ottignies où je travaille, c'est que nous avons décidé en fait de restreindre un peu le public, la population de patients, et donc nous proposons ces soins à des patients qui ont une maladie qui est incurable. Mais donc le terme existe déjà. Alors des soins supportifs comme nous en faisons à Saint-Pierre-Ottignies, je pense, se font peu en Belgique. C'est ça. En tout cas, moi, je n'en ai pas connaissance. Les soins supportifs de manière globale pour le cancer, ça, ce sont des recommandations qui existent déjà depuis de nombreuses années auprès de l'association européenne et américaine belge d'oncologie. Oui, j'allais vous poser la question, c'était quoi la place de ces soins supportifs au sein de l'hôpital? Je crois qu'à Saint-Pierre, vous êtes une très petite équipe. Oui, nous ne sommes que deux mi-temps, médecins, infirmières. Et donc, les soins supportifs à Saint-Pierre, c'est vraiment le chaînon manquant entre les soins curatifs et les soins palliatifs. Donc, pour des patients, nous soignons des patients qui sont toujours en traitement, des patients qui ont décidé d'arrêter le traitement, pour justement essayer d'améliorer leur qualité de vie parce que les effets secondaires étaient trop lourds à supporter. Également des patients qui aimeraient continuer le traitement mais qui ne peuvent pas, éventuellement temporairement, justement à cause de ces effets secondaires. Et donc, il y a vraiment besoin d'avoir plus de temps pour prendre en charge ce type de patient. Ce n'est pas en 20 minutes d'une consultation d'un spécialiste ou d'un généraliste qu'on peut, par exemple, traiter une douleur chronique. On sait que la douleur chronique, elle est multifactorielle, elle est complexe, elle est très difficile à prendre en charge. Elle demande du temps, elle demande de l'expertise. Et c'est là que nous intervenons. Par exemple, pour la douleur, nous travaillons aussi avec le centre d'algologie, donc de la douleur de la clinique Saint-Pierre. C'est ça. Mais j'entends quand même que la relation est quand même particulièrement importante dans ce type d'accompagnement. J'allais justement vous poser la question, c'était quoi la place de la relation justement dans vos pratiques? Alors, c'est vraiment la qualité de présence auprès du patient. Pour moi, c'est vraiment déterminant. C'est ça qui fait la qualité de la relation thérapeutique. Donc, en tant que médecin, en tant que soignant, on est à côté du patient, on l'écoute, on chemine avec lui à son rythme. On est là pour proposer des outils, des traitements, pas pour imposer. On respecte ce qu'il va pouvoir accepter ou non, on respecte le fait qu'il veuille éventuellement s'arrêter. Donc moi j'aime beaucoup la notion de patient partenaire. Ouais, c'est ça. Donc le médecin, c'est le spécialiste de la maladie. Le patient, lui, il est spécialiste du vécu de la maladie dans son propre corps. Et donc, il faut absolument une collaboration. Ouais. Alors là, on parle de la relation patient-médecin, patient-soignant, mais également la relation entre soignants, parce que, comme je vous le disais, nous sommes une équipe de seconde ligne. Donc, nous travaillons en parallèle des équipes de spécialistes. Et donc, il est très, très important aussi de collaborer. Alors, il y a différentes manières de collaborer autour d'un patient. On peut faire de ce qu'on appelle de la pluridisciplinarité, donc c'est-à-dire plusieurs équipes qui vont ensemble, qui vont apporter chacune leurs compétences aux patients, mais qui ne vont pas spécialement dialoguer ensemble. Et puis il y a l'interdisciplinarité, là où les soignants vont alors discuter ensemble avec le patient pour essayer de trouver ensemble le meilleur projet de soins pour le patient. Et nous, à Saint-Pierre, nous avons choisi de travailler dans l'interdisciplinarité. Bon, on continue cette conversation passionnante ici, dans le parc Solvay. Merci.
Le Villard prend l'air au domaine Solvay avec une vue magnifique sur le château de La Hulpe sous un soleil radieux mais dans le vent. Donc nous sommes en compagnie du docteur France Roblin. Alors on a parlé des soins supportifs, enfin vous nous avez défini ce qu'étaient les soins supportifs. Alors l'hôpital c'est quand même quelque chose qui est dont on se réjouit en Belgique d'avoir un système de santé assez performant par rapport à beaucoup de pays. Enfin, on entend beaucoup dire que l'hôpital va mal, que c'est pas facile après le Covid, on a eu tout ça. D'autant qu'il existe un marché de la santé. Les hôpitaux ont une obligation de rentabilité. Enfin, ce sont des entreprises qui se doivent d'être rentables. Quelle est la place justement de soins comme ceux que vous dispensez dans un contexte comme celui-là ? Alors, c'est clair que si on parle de rentabilité financière, les soins supportifs, les soins palliatifs ne sont pas rentables, très très clairement. Pour être rentable en médecine, il faut prescrire des examens de laboratoire, il faut prescrire des actes techniques, il faut faire des interventions chirurgicales. Moi je prescris, mais peu, c'est surtout un suivi clinique. Mais pour moi, la rentabilité, elle se situe à un autre niveau. Elle se situe vraiment au niveau de l'humain et au niveau de l'institution elle-même. Je vais vous expliquer. Au niveau de l'humain, comme j'ai déjà expliqué, l'objectif, c'est augmenter la qualité de vie du patient en contrôlant mieux ses symptômes. Et les études ont montré que quand on augmente la qualité de vie d'une personne, on augmente également son espérance de vie. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très important qu'on pourrait qualifier de rentable, évidemment, pour une personne. Alors, au niveau institutionnel, le fait d'avoir mis en place une équipe de seconde ligne, comme celle des soins supportifs, va permettre de diminuer, par exemple, des complications, parce qu'on va prendre de manière plus précoce en charge certains symptômes. Ça permet d'anticiper des situations difficiles, par exemple des situations de fin de vie, on les prend plus tôt. Alors, les soins supportifs sont peu développés, tels que nous les faisons en Belgique pour l'instant. Et donc, pour pouvoir les développer, il faut être au sein d'une institution qui va être sensible à ce besoin. Et ça, c'est ma chance à Ottignies. Parce qu'en fait, j'ai eu la chance de pouvoir développer ce projet il y a 2 ans. Donc, il est tout jeune, grâce au support en fait, de mon chef de service, le docteur Lionel Duc, qui est oncologue, et qui, lui, chapeaute les soins, donc le service des soins palliatifs et de l'oncologie. Et ce médecin, pour moi, est un visionnaire. Il voit, il anticipe les besoins. Et donc, il a vu justement le vide existant entre les soins curatifs et les soins palliatifs et a permis, comme je vous l'expliquais, le développement de ce fameux chaînon manquant entre les deux. Alors, il n'y a pas que lui. Je suis dans une institution, comme je disais, qui permet le développement d'équipes de seconde ligne. Ça, c'est très important. Les équipes de seconde ligne, ce sont des équipes qui produisent peu également au niveau financier, malheureusement. Et à nouveau, c'est un choix de l'hôpital, c'est le choix de l'institution de financer ces équipes. J'ai travaillé longtemps avant les soins supportifs dans l'équipe mobile des soins palliatifs. Donc, c'est-à-dire qu'on est une équipe médecin, infirmier, psychologue et on va à la rencontre des patients dans l'institution. Non, dans l'institution. Ah, dans l'institution. La même chose existe également à domicile. Là, c'était dans l'institution. D'accord. Et à nouveau, cette équipe, elle a pu se développer parce que notre directeur médical, Philippe Pierre, parce que le conseil médical a voté pour pouvoir instaurer ce type d'équipe. Donc, il y a vraiment cette volonté et ce support dans l'institution. Sans leur support, nous ne serions pas ici à pouvoir en discuter. Mais il faut des personnes qui sont sensibles à ça, qui sont sensibles à ces valeurs pour pouvoir développer ça. Ce n'est pas, donc, cette rentabilité, elle n'est pas immédiate, ce sera plutôt une rentabilité qui va arriver sur le moyen-long terme, puisque, comme je vous disais, on augmente l'espérance de vie du patient, on augmente également la qualité de prise en charge des collègues spécialistes, et donc ça leur permet d'augmenter également ça les valorise puisqu'ils voient qu'ils peuvent mieux prendre en charge en fait, les patients grâce à l'aide d'autres collègues. C'est ça, on n'en a pas fini avec cette conversation. On va encore continuer là et terminer quelque part ici dans le parc. D'accord, tout à l'heure.
Le Villard prend l'air au domaine Solvay, à La Hulpe. Nous sommes ici dans le cadre magnifique de la Fondation Folon, avec le musée Folon, la taverne, les magnifiques statues. Et nous parlons de la fin de vie, de la mort, en compagnie de France Roblin, docteur médecin généraliste à l'hôpital Saint-Pierre, à Ottignies. On a déjà parlé de beaucoup de choses, j'avais envie d'aborder un sujet encore un petit peu plus délicat, c'est le sujet de l'euthanasie. On sait que la Belgique est pionnière, a été pionnière dans l'accès à l'euthanasie. C'est quand même un sujet qui pose encore beaucoup de questions dans beaucoup de pays, même si chez nous, c'est plutôt quelque chose qui a été validé, même s'il y a encore des opposants. Je me demandais, c'était quoi la place de l'euthanasie, justement, dans les pratiques de soins supportifs, etc. Alors, l'euthanasie, elle a toute sa place parce qu'elle fait partie en fait, des questionnements sur la fin de vie. Et donc, nous apportons vraiment une grande importance à pouvoir donner la possibilité aux patients de s'exprimer, de poser ces questions par rapport à la fin de vie, qui est bien entendu très angoissante pour tout le monde. Alors, paradoxalement, justement, le projet, il est né grâce justement au travail que je fais dans le cadre de l'euthanasie. Parce que donc j'ai travaillé, comme je vous disais, en soins palliatifs. Et dans ce cadre-là, donc je reçois régulièrement des personnes en demande d'euthanasie. Et j'ai été en contact avec des personnes qui avaient encore justement un bon état général, qui venaient me voir par rapport à une euthanasie pour des symptômes qui étaient mal contrôlés. Je me suis fait la réflexion que si on les contrôlait mieux, on pourrait augmenter leur qualité de vie, leur espérance de vie, et peut-être justement leur permettre d'attendre avant d'activer une demande d'euthanasie. Et donc j'ai pris en charge quelques patients comme ça, avec une meilleure qualité de vie. Et comme je faisais ma spécialisation en soins palliatifs, j'ai fait mon travail là-dessus et proposé un projet. Et c'est là où mon chef de service m'a dit mais c'est un bon projet, on va essayer de l'implémenter à la clinique Saint-Pierre. Donc pour vous dire qu'il est né justement quelque part grâce à l'euthanasie. C'est ça, c'est pas incompatible. Ce n'est pas incompatible. Alors qui dit fin de vie, donc dit soins palliatifs versus euthanasie. L'important c'est d'écouter le patient. En soins supportifs et palliatifs, on a appris à parler de la mort. Alors pour parler de la mort, il faut le faire avec simplicité, avec authenticité. C'est pas facile. Voilà, dans la société dans laquelle on est, le sujet de la mort est quand même difficile. Alors oui, le sujet de la mort nous concerne tous. Ouais. La plupart des personnes donc, ont peur de mourir, ont peur de souffrir, c'est tout à fait normal. Oui. Et c'est pour ça qu'il est important de donner un lieu et des possibilités de pouvoir en discuter. C'est ça. Alors, je parle beaucoup de qualité de vie. Hein. Alors la qualité de vie, c'est quelque chose de totalement individuel, de personnel. La même chose pour la fin de vie. Donc chaque personne va avoir des souhaits ou des peurs par rapport à sa fin de vie qui seront spécifiques à elle. Et donc, il faut apprendre à les connaître. Et pour ça, il faut apprendre à connaître la personne dans son environnement, dans ses souhaits, dans ce qui fait sens pour elle. Et alors, on peut plus facilement, justement, aborder ces sujets. Bon, merci beaucoup pour cette balade. La suite, ce sera au théâtre. À vous. Ce sera au théâtre pour cette création, Discourir devant de pieuvre, de Marie Coyard, qui se jouera du 14 au 22 mai au Villard, au théâtre Jean Villard. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de s'y croiser et puis de continuer cette conversation passionnante. Et bonne continuation. Merci, et encore bravo beaucoup pour tout le travail magnifique de m'avoir accueilli et donné la possibilité de parler de ce projet. Merci à vous.